les actes unilatéraux des États ne sont pas la seule catégorie d'actes unilatéraux qu'admet aujourd'hui le droit international. Une deuxième catégorie a pris une importance déterminante dans la pratique. Il s'agit, section 2, les actes unilatéraux des organisations internationales. Section 2, les actes unilatéraux des organisations internationales. Le phénomène de l'administration internationale, de l'organisation internationale, est extrêmement varié, protéiforme, qui va d'organisations d'intégration, comme l'Union européenne, à des organisations plus souples de coopération, comme le Conseil de l'Europe ou l'Organisation des Nations Unies, organisations à portée générale, comme le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies, organisations spéciales, comme l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, l'Organisation mondiale du commerce, ou encore les différentes organisations relatives aux télécommunications, aux satellites, météorologiques notamment. Il y a aujourd'hui, à l'exploitation de la navigation du Rhin, voilà, il y a aujourd'hui une très grande variété d'organisations internationales dont les domaines extrêmement variés, qui adoptent un nombre important d'actes unilatéraux, qui sont d'abord importants pour l'expertise technique qu'ils incarnent, et puis pour la coopération qu'elles permettent et qu'ils incarnent entre les États. Voilà, mais cette activité se traduit également par des actes juridiques unilatéraux qu'il s'agit d'abord d'identifier avant de dresser rapidement la typologie, car la variété est trop grande, mais esquisser une typologie. Paragraphe 1er, identification des actes unilatéraux des organisations internationales. Identification des actes unilatéraux des organisations internationales. Comme pour les États, on peut dire d'abord que ce sont des actes de l'organisation, des actes juridiques unilatéraux. Grand A, des actes de l'organisation, l'imputabilité. Ce qu'on a vu pour les États vaut mutatis mutandis pour les organisations. Les organisations sont représentées par des agents et le pouvoir d'engager l'organisation dépend de l'instrument constitutif, donc du droit en définitive, du droit interne de l'organisation, et c'est ce droit interne qui détermine l'autorité compétente pour se prononcer au nom de l'organisation. Alors, en pratique, on retrouve la place des usages de la diplomatie, même si la place est plus réduite, mais on retrouve notamment le rôle important de l'exécutif de l'organisation dans la représentation extérieure de l'organisation. L'importance des règles d'imputabilité pour les organisations internationales concerne aussi les relations entre l'organisation et les États membres. Et ici, l'enjeu est important, car du moment où l'acte est un acte de l'organisation, l'organisation est l'auteur, donc il est imputable à l'organisation, et un État membre ne peut pas s'abriter derrière le fait qu'il a voté contre l'acte ou qu'il n'était pas représenté dans l'organe qui a adopté l'acte, pour ensuite refuser de reconnaître les conséquences de l'acte, notamment les conséquences budgétaires de l'acte. Il ne peut pas dire la dépense ne me concerne pas car j'ai voté contre, car l'acte est un acte de l'organisation. Vous voyez en particulier l'avis rendu par la Cour internationale de justice en 1962 dans l'affaire dite certaines dépenses des Nations Unies, dans laquelle elle a rappelé ce principe. L'acte imputable à l'organisation doit être un acte juridique, grand B des actes juridiques. Ici encore, on peut renvoyer à ce qu'on a vu pour les États, pour la théorie du silence, qu'on retrouve pour les organisations internationales, pour la notion de volonté. La particularité de l'organisation internationale est, par rapport aux États, est que l'État peut tout faire, on l'a vu, sauf ce qui s'est interdit par le droit international, alors que l'organisation, on le rappelle, fonctionne sur le principe de spécialité. Et donc les actes qu'elle adopte
doivent trouver leur fondement dans l'instrument constitutif de l'organisation. Ils sont soumis à cet instrument constitutif, ce qui n'empêche pas, notamment dans les relations extérieures de l'organisation, spécialement dans ce domaine des relations extérieures de l'organisation, d'avoir recours, nous l'avons vu, à la doctrine des pouvoirs implicites, les implied powers, les pouvoirs impliqués, j'y renvoie, qui permet à l'organisation d'adopter également des actes qui n'auraient pas été expressément prévus, mais qui résulteraient nécessairement des attributions de l'organisation. J'ai cité l'avis rendu par la Cour internationale de justice en 1949 de l'affaire du comte Bernadotte, la réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Si les organisations internationales ressemblent aux administrations nationales, en revanche, il faut insister, le rappeler, les organisations internationales en diffèrent en ce qu'il n'existe pas un mécanisme d'appréciation objectif de la validité des actes de l'organisation, comme le recours pour excès de pouvoir du droit interne, sauf exception rare. Alors on le sait, dans le contexte de l'Union européenne, il existe le recours en annulation qui permet effectivement de faire annuler un acte et le faire disparaître ainsi objectivement de l'ordre juridique de l'Union européenne, mais c'est un cas exceptionnel. Normalement, les États apprécient pour eux-mêmes la validité du comportement de l'organisation, ils contestent ou acceptent l'acte. Il en va de même pour les agents qui contestent ou acceptent tel ou tel acte de l'organisation et tirent les conséquences du fait qu'ils ont accepté telle ou telle autre décision. Il peut arriver cependant qu'indirectement, il existe des moyens d'appréciation qui se rapprochent de l'appréciation objective, mais par des moyens indirects. Le cas peut-être le plus remarquable est celui du pouvoir d'interprétation de la Cour internationale de justice. On peut effectivement lui soumettre des questions juridiques par lesquelles elle est appelée à rendre un avis sur des actes de l'organisation, ce qui permet, pas formellement, parce que ce ne sont que des avis, mais en pratique, de rendre la contestation de certains actes difficiles par le caractère spécialement autorisé, entre guillemets, de l'interprétation donnée par la Cour internationale de justice, par l'autoritas, l'autorité morale attachée à ces décisions. Voyez par exemple l'avis rendu en 1971 de l'affaire des conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, de l'affaire du Sud-Ouest africain, qui a permis d'arriver à une interprétation de la charte, une interprétation qui a permis de considérer, par exemple, qu'au Conseil de sécurité, l'abstention ne vaut pas veto. Donc parfois, alors que le texte laissait penser le contraire, donc parfois cette interprétation peut être particulièrement constructive. Des actes juridiques, mais aussi des actes unilatéraux, grand C. Les actes unilatéraux, on y a fait allusion, parfois l'organisation internationale peut être le cadre de l'adoption d'actes conventionnels. On parle alors parfois du dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire que celui qui, le représentant de l'État, il se dédouble dans ses fonctions. Tantôt, il est organe de l'organisation, lorsque l'organisation s'exprime en tant que telle, donc c'est un acte unilatéral de l'organisation. Tantôt, on dit qu'il tourne sa casquette par une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'il agit effectivement en tant que représentant de l'État et utilise alors l'enceinte de l'organisation est utilisée comme un forum diplomatique pour conclure un accord entre les membres et non pas un acte unilatéral de l'organisation. J'ai cité le cas du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques qui montre que l'Assemblée générale peut être utilisée aussi pour adopter un traité, c'est-à-dire un accord entre les membres. Mais cette problématique du dédoublement fonctionnel fait aussi rappelle aussi qu'un organe d'une organisation peut être l'organe de cette personne morale nouvelle, de l'organisation internationale, mais il peut servir aussi, et il le sert souvent en pratique, peut servir aussi comme un organe commun
des membres, c'est-à-dire comme un organe par lequel les États agissent collectivement, mais pas seulement l'organisation, les États aussi collectivement, ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent être amenés à assumer les conséquences de leurs décisions collectives. C'est ce qui résulte de l'arrêt Matthews, déjà cité, de 1999, de la Cour européenne des droits de l'homme, de laquelle la Cour a considéré que pour les actes dits sui generis des communautés européennes de l'époque, non soumis au contrôle du juge européen, la Cour a considéré que lorsque les États adoptent ces actes, comme lorsqu'ils adoptent les traités, ratifient les traités fondateurs de l'Union européenne, ils agissent à titre individuel, et quand ils sont au sein de l'organisation est aussi leur organe commun, et ils répondent des positions qu'ils adoptent au sein de l'organisation. Voilà, donc des actes ainsi identifiés, on en adopte dans une très grande variété de domaines, plus ou moins techniques. On peut en esquisser quelques éléments d'une typologie, mais simplement quelques éléments. Paragraphe 2. Typologie des actes des organisations internationales. J'insiste, on ne peut pas les classer par matière, car de la répartition des bandes hertziennes aux règles techniques sur l'organisation de l'aviation, sur l'aviation civile internationale, des questions de paix aux questions de santé, il y a trop de domaines variés touchés par les organisations internationales pour en faire un répertoire matériel. On peut simplement distinguer à grands traits le type de relations juridiques concernées par l'acte unilatéral. Il y a d'abord les relations extérieures de l'organisation, les relations de l'organisation internationale avec les États tiers et les organisations tierces. Pour ce type d'acte, le régime, la possibilité d'adopter des réglementations sont les mêmes que ceux qu'on a vus pour les actes unilatéraux des États, notamment la possibilité d'adopter des engagements pour soi-même, des interdictions, des autorisations pour autrui ou des habilitations. On retrouve exactement la même situation de l'organisation quand elle agit avec les tiers que celle des États lorsqu'ils agissent avec les tiers. Plus complexe est la situation des relations internes de l'organisation. Il y a deux types de relations. D'abord, les relations internes proprement dites, intérieures à l'organisation, les relations administratives, notamment les relations avec les fonctionnaires ou avec les organes de l'organisation ou les organes de l'organisation entre elles. Alors, dans ce domaine, on trouve l'expression d'un pouvoir réglementaire unilatéral très élargi. Et son texte spécial, l'organisation réglemente la situation de ses agents, la situation de ses fonctionnaires, réglemente le fonctionnement des organes avec des règlements intérieurs qui régissent l'activité de l'organisation. Il y a donc là un pouvoir administratif unilatéral qui ressemble beaucoup au pouvoir qu'on retrouve de l'organisation du service qu'on retrouve dans les différentes traditions juridiques nationales. Donc dans ces relations administratives, notamment avec les fonctionnaires, on trouve un pouvoir de réglementation unilatérale. On impose la conduite aux fonctionnaires, on impose le règlement intérieur, on impose le fonctionnement de l'organisation. Mais au titre des relations internes, il faut également envisager les relations qui concernent l'organisation et les États membres entre eux, et puis également les relations des particuliers qui se trouvent soumis au pouvoir, à la juridiction des États membres, au pouvoir des États membres. Et là, on trouve la question qu'on appelle la question du pouvoir, entre guillemets, législatif des organisations internationales, et la question de la limite, surtout, de ce pouvoir. Car le principe pour ces relations est le principe de la recommandation. Sauf disposition contraire, le principe est que l'organisation adopte des actes qui sont des recommandations pour les membres. Il appartient ensuite aux membres de les mettre en vigueur dans leur droit interne, de se conformer à l'acte de l'organisation, ou non, ou de le rejeter en motivant simplement le rejet de la recommandation de l'organisation. On est
dont le mécanisme qu'on appelle aussi le mécanisme du opting in, hein, de l'option positive. Seul l'État qui a opté en faveur de l'acte se trouve lié par lui, seulement celui qui l'accepte. Voilà, la recommandation, c'est le principe. Et tout le reste, ce sont des exceptions. Alors, elles sont fréquentes, elles peuvent avoir lieu avec des modalités différentes, mais ce sont des exceptions. Il peut y avoir d'abord des cas de figure d'opting in, c'est-à-dire d'opting out, d'option négative. C'est-à-dire que cette fois-ci, on propose l'acte aux membres et le membre a un délai pour se rendre inopposable à l'acte, un délai pour rejeter l'acte. S'il ne le rejette pas, alors, hein, c'est ça l'opting out, l'option négative, l'option de rejet, s'il n'opte pas pour le rejet de l'acte, alors il va être lié par l'acte. Voilà. C'est une technique qui est utilisée notamment dans le domaine de l'aviation civile internationale pour arriver à une harmonisation des conditions techniques de l'aviation civile internationale. Donc au sein de l'organisation créée par le traité de la Convention de Chicago. La troisième technique, c'est celle qui est évidemment la plus intrusive, c'est celle de la législation internationale proprement dite, et c'est celle qui soulève des difficultés. Est-ce qu'on peut conférer à une organisation internationale, par un système de vote majoritaire, le pouvoir d'imposer des décisions aux États membres? Tant que nous sommes dans le domaine du vote unanime, on est encore dans la logique de l'option. Formellement, l'acte est obligatoire, mais chacun, individuellement, peut arrêter le processus. Et donc on est dans un système de négociation pour arriver à un accord. Mais si on introduit le phénomène majoritaire, ou la décision par un acte restreint, est-ce qu'on peut imaginer des systèmes par lesquels une majorité ou une minorité, enfin une partie de l'organisation impose unilatéralement une volonté qui va s'imposer à ceux qui ont voté contre, à leurs ressortissants, aux personnes soumises à leur juridiction. Et c'est là que les difficultés, les résistances sont les plus fortes et les compromis les plus difficiles. On connaît les deux principales exceptions, parce qu'il s'agit d'exceptions, les deux principaux cas de législation, entre guillemets, internationale, produite par les organisations internationales. D'abord, dans le domaine régional, l'Union européenne, avec l'extension du vote majoritaire et la possibilité donc d'imposer des réglementations à la fois à certains États récalcitrants et puis aux personnes qui sont sous leur juridiction, même si la pratique de l'Union européenne essaie de réduire ces hypothèses et de favoriser les accords, hein, l'Union européenne fonctionne désormais avec des règles qui permettent le vote majoritaire. Et le deuxième phénomène, encore plus fort peut-être, c'est contesté parfois par certains, mais il existe, c'est le pouvoir du Conseil de sécurité des Nations Unies sous le fondement du chapitre 7. C'est un vote à la majorité d'un organe restreint et un organe dans lequel siègent de façon permanente 5 États qui ont d'abord le privilège d'être toujours là, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Et d'abord, ils sont toujours là, ils sont permanents, premier privilège. Et deuxième privilège, leur vote négatif. Leur vote négatif est un veto qui empêche l'adoption de la décision. On l'a vu, la Cour internationale de justice a considéré, alors que le texte de la charte disait autre chose, que l'abstention ne vaut pas veto. Mais le vote négatif, oui, vaut veto. Donc, ils sont, les 5 membres permanents, toujours là, et le vote de l'un peut bloquer la décision. C'est un privilège, mais c'est aussi une très grande garantie, car il faut effectivement des conditions particulières pour que cette union, disons, ou du moins non-opposition au sein des 5 membres permanents soit reconnue, même s'il arrive dans l'actualité politique qu'on puisse déplorer telle ou telle
décision.